Prêt. Et donc, bonjour à tous ceux qui sont là. Merci de vous être connectés. Et donc, pour ce 4e séminaire carrière du groupe SPM Young. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir avec nous Alexandre Savin, qui est référent entrepreneuriat à l'Université de Bordeaux et coordinateur UbiLab, qui est l'incubateur étudiant de l'Université de Bordeaux. Donc, d'abord, Alexandre Savin va nous parler un peu de UbiLab et on va pouvoir lui poser ensuite nos questions. Merci. Donc oui, Alexandre Savin, alors moi je suis le responsable opérationnel, pour faire simple, pour l'entrepreneuriat à l'Université de Bordeaux, et mon rôle c'est vraiment de développer l'esprit d'entreprise et l'entrepreneuriat sur le périmètre de notre établissement. Donc déjà pour commencer, alors peut-être une définition assez académique de l'entrepreneuriat. Sachez qu'à l'Université de Bordeaux, déjà pour situer un peu le contexte, eh bien, nous avons la chance d'avoir une équipe de recherche en entrepreneuriat qui est dirigée par le professeur Thierry Verstraete, ce qui n'est pas le cas dans toutes les universités de France, loin de là. Et donc, M. Verstraete, notamment, a défini l'entrepreneuriat comme une initiative portée par un individu, plusieurs individus s'associant pour l'occasion, construisant ou saisissant une occasion d'affaires, du moins ce qui est apprécié ou évalué comme tel, dont le profit n'est pas forcément d'ordre pécuniaire, par l'impulsion d'une organisation pouvant faire naître une ou plusieurs entités et créant de la valeur nouvelle, plus forte dans le cadre d'une innovation, pour des parties prenantes auxquelles le projet s'adresse. Alors ça, c'est vraiment une définition académique de l'entrepreneuriat, avec la notion importante de l'innovation, parce qu'on apporte vraiment une valeur à un marché ciblé qui est assez importante, et une notion aussi des parties prenantes, puisque quand on n'entreprend pas seul derrière son ordinateur coupé du reste du monde, mais il y a toujours une notion de gagnant-gagnant. On apporte quelque chose, par exemple une valeur nouvelle, à des parties prenantes auxquelles le projet s'adresse. Donc ça peut être des clients, certes, mais ça peut être aussi un financeur, ça peut être un fournisseur, des partenaires autres, institutionnels, collectivités, etc. Voilà, l'entrepreneuriat, c'est vraiment un projet collectif, même si un entrepreneur, statutairement, on va dire, peut être seul, dans le cadre, par exemple, d'une entreprise unipersonnelle. Plus peut-être un peu pratique. Il y a différentes formes d'entrepreneuriat, en commençant par... alors, on peut entreprendre dans tous les secteurs, déjà, pour situer aussi le cadre. On peut entreprendre dans tous les secteurs d'activité, et l'entrepreneuriat peut prendre différentes formes qui peuvent être associées, qui peuvent être complémentaires. La première, la plus connue, étant la création ex nihilo, c'est-à-dire qu'on va créer un nouveau service ou un nouveau produit, enfin une nouvelle offre à partir de rien. Donc, ce n'est pas une reprise, ce n'est pas un essaimage, je vais revenir sur cette notion-là par la suite, mais il n'y a pas de rachat de fonds de commerce, c'est une forme d'entrepreneuriat qui peut être assez difficile parce que finalement, on va avoir besoin de temps pour implanter et faire connaître son produit ou son service sur un marché qui ne vous connaît pas encore. Mais c'est peut-être la forme d'entrepreneuriat finalement qui est la plus connue. Deuxième forme d'entrepreneuriat, donc là c'est une grande introduction que je vous fais avant de partir sur la présentation de ce que nous on fait dans l'entrepreneuriat à l'Université de Bordeaux, avec un gros focus sur l'incubateur étudiant du UbiLab. La start-up. Alors, est-ce que je peux poser une question si certaines personnes veulent m'apporter des éléments de réponse? Est-ce que pour vous, qu'est-ce que c'est qu'une startup? Parce que c'est un mot assez galvaudé, qu'on entend très souvent, qui ressort à toutes les sauces dans l'entrepreneuriat. Mais si je peux vous poser une question, pour vous, qu'est-ce que c'est qu'une startup? C'est là qu'on voit si les gens sont vraiment derrière leur écran. Pas d'éléments de réponse? Des notions Moi, je de suis là, mais je définition? dirais rien. Tu connais déjà bien, c'est ça. Donc, une startup, en fait, on va pouvoir la définir. Alors, on va pouvoir utiliser plusieurs notions pour définir une startup, puisqu'aujourd'hui, on utilise ce mot pour tout et rien. C'est un terme qui est apparu notamment dans les années 90 dans la Silicon Valley aux États-Unis,
avec toutes les sociétés qui sont créées autour d'Internet. Bon, depuis, évidemment, on a fait beaucoup de chemin. Une première notion qui définit une startup, c'est l'innovation. Alors, une innovation d'usage ou technologique. En général, ce qu'on connaît mieux, c'est l'innovation techno, notamment avec le dépôt de brevets, mais ça peut être tout simplement une innovation d'usage. Je peux ainsi vous parler, moi, de mon expérience personnelle, puisque alors, ça fait aujourd'hui un peu plus de 5 ans que je travaille à l'Université de Bordeaux, mais à la base, je suis biologiste, à la base, j'ai fait des études de biologie. J'ai travaillé dans le domaine du diagnostic in vitro sur justement la commercialisation de gros automates pour les analyses sanguines, les réactifs qui allaient dessus. Et puis par la suite, j'ai eu différentes expériences dans les énergies renouvelables, dans le marketing. Et puis j'ai monté aussi, j'y viens, une entreprise dans le domaine du e-commerce qui était qualifiée de start-up, puisque on utilisait en fait un logiciel open source qui s'appelle toujours PrestaShop, hein, dont on a fait une place de marché, une marketplace. Pour ceux qui savent ce que c'est la mise en relation en fait de vendeurs et d'acheteurs. Les vendeurs, c'était quoi? C'était des producteurs artisans ou industriels de produits locaux, qu'ils soient alimentaires ou non alimentaires, à une époque où ça ne se faisait pas beaucoup. C'était vraiment les premiers pas du développement de l'achat local. On en parlait à peine. Il n'y a pas beaucoup d'initiatives et notamment, ce n'était pas du tout numérisé, en tout cas comme démarche de consommation. Et donc, on avait utilisé la base d'un logiciel open source qui existait déjà, donc il n'y avait pas d'innovation technologique, mais on l'avait adapté à une nouvelle forme de consommation. Donc, on était par contre dans une innovation d'usage. Donc, c'est une définition qui est assez large. Et puis pour la petite histoire, on a développé, hein, ça s'appelait Achetons Local, achetonlocal.com. On a développé cette société pendant un petit peu plus de 3 ans. On a fini par la revendre. Et puis par la suite, moi, je suis resté sur le domaine de l'entrepreneuriat, mais plutôt en passant du côté animation, conseil, accompagnement, etc. Alors, cette notion d'innovation est vraiment prépondérante pour la définition d'une startup. On va aussi parler d'un potentiel de croissance très élevé, avec un développement qui va être plutôt rapide et puissant. Là, je vous ai mis l'icône le picto d'une licorne. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, une licorne, qu'est-ce que c'est? C'est une startup, justement, une entreprise à forte croissance dont le capital va être évalué à au moins 1 milliard de dollars. Aujourd'hui, la plupart des licornes dans le monde se trouvent en Chine, puis aux États-Unis. En France, je peux vous en citer 5 qui sont connus, mais on ne va pas en avoir plus de 10. Je peux vous citer Doctolib, je peux vous citer OVH, on a Blablacar, on a aussi Mano Mano. Alors ça c'est un peu moins connu, c'est un pure player en termes de e-commerce, de tout ce qui est produit, de bricolage notamment. Et puis le dernier que je connais bien, c'est Back Market. Voilà, Back Market, le reconditionnement notamment de téléphone. Voilà, donc ça, c'est les 5 principales licornes françaises aujourd'hui. Et encore quelques années avec Blablacar. Hein, donc on a fait un peu de chemin encore. Mais on est très loin derrière les États-Unis et la Chine. Donc voilà, vraiment un potentiel de croissance très élevé. Un modèle aussi qui est scalable. Alors, c'est quoi la scalabilité? C'est un anglicisme, hein, on utilise beaucoup d'anglicisme dans le milieu des startups. La scalabilité, c'est la capacité d'une startup vraiment à développer massivement le volume de son activité afin de réaliser plutôt des économies d'échelle et tout ça le plus rapidement possible. En somme, vous testez par exemple, si vous êtes plutôt sur une offre de service digital, vous allez pouvoir la tester sur une ville, une région dans un laps de temps assez court et très rapidement, une fois que les premiers tests sont concluants, pouvoir la déployer à l'échelle nationale, voire internationale, avec un peu évidemment d'investissement, mais ça va être très rapide, contrairement par exemple à une boulangerie qui ne va pas avoir cette capacité de déploiement très rapide et massive. Et enfin, justement, en parlant de côté massif, c'est les besoins en financement, besoins massifs de financement. Donc, c'est pour ça qu'on parle de levée de fonds pour une startup. Donc, en général, il y a plusieurs phasages, plusieurs séries, on appelle ça des séries de levée de fonds.
En général, ça peut commencer avec 200, 300 000 euros. Ce sont des ouvertures de capital. Donc, on vend une partie du capital de l'entreprise. À la base, en général, il y a 2-3 associés qui se partagent les 100% de capital. À la première levée de fonds, il faut rentrer d'autres investisseurs qui vont prendre une part du gâteau en échange d'un certain montant d'argent. Et à chaque fois qu'on fait une levée de fonds supplémentaire, normalement, cette part du gâteau a une valeur croissante. Sinon, c'est qu'il y a un problème. Voilà un petit peu pour la définition de la startup. Surtout, n'hésitez pas à m'arrêter si vous avez des questions. Je suis là pour y répondre. Moi, j'aurais une petite question, si c'est Oui, possible. je vous écoute. Je vais mettre ma vidéo. Est-ce que la notion de startup est forcément... ça inclut un nombre maximal ou minimal de personnes ou ça n'a rien à voir? Non, alors, non, ce n'est pas forcément la taille de l'entreprise qui fait la startup. En fait, la startup, la finalité, alors à court ou moyen terme, ce n'est pas forcément la rentabilité ou la taille de l'entreprise, le nombre d'employés, ni même, souvent on me sort ça aussi en séminaire de sensibilisation, parce qu'on fait des séminaires de sensibilisation à l'entrepreneuriat, comme un peu ce que je fais aujourd'hui, mais avec une mise en action, on prend un petit peu plus de temps des étudiants. On parle souvent, oui, mais c'est la start-up, il y a aussi une image de démocratie, de pouvoir partager. Alors ça, c'est très idéal. Pour avoir travaillé dans plusieurs startups, je peux vous dire que ce n'est pas forcément le cas. On peut avoir affaire à des gens qui sont des fondateurs qui sont très conservateurs dans leur vision de l'entrepreneuriat. Et ce n'est pas parce qu'on fait appel à la techno et qu'on est innovant en termes de vision techno et d'usage qu'on est innovant socialement parlant. Donc, non, ce n'est pas forcément lié à la taille d'une entreprise, ni même à un mode de fonctionnement en termes de management. Il y a des entreprises traditionnelles qui sont beaucoup plus innovantes en termes de management que des startups qui n'ont qu'un salarié. Donc, c'est plutôt l'objectif de la startup, c'est plutôt l'occupation d'une position concurrentielle qui va être dominante, avec la recherche d'un modèle scalable qui est à grande échelle, comme j'ai déjà décrit. Et la rentabilité, elle peut intervenir des années plus tard. Par exemple, je peux vous citer un Twitter. Twitter a mis, et encore, je cherche encore un peu, des années à trouver un modèle économique. L'objectif d'un réseau social dans les premières années de développement, c'est d'avoir un maximum d'usagers, un maximum d'utilisateurs, mais pas forcément d'être rentable. Donc, il va s'appuyer sur des levées de fonds, des investissements, des levées de fonds successives pour gagner de plus en plus d'utilisateurs, mais il va perdre beaucoup d'argent sur les premières années d'existence, jusqu'à trouver un modèle économique qui va pouvoir appliquer à un certain pourcentage de ses usagers, et donc là, aller chercher une rentabilité. Mais des fois, ça intervient des années plus tard, après avoir embauché des centaines de personnes, et on est encore dans une phase de start-up. Donc une start-up peut rentrer dans un cadre plus traditionnel au bout d'1 ou 2 ans, une fois qu'elle a trouvé son modèle économique, que c'est bien installé. Et puis d'autres restent des startups avec des centaines d'employés pendant 10 ans. Donc, c'est plus lié, on va dire, à trouver un modèle économique viable, stabilisé, où là, on parle beaucoup moins de startups. Est-ce que je réponds à votre question? Oui, c'est bon, merci. Oui, alors j'avais déjà affiché l'autre typologie. Donc, tout peut être lié. On peut faire une création ex nihilo avec une startup qui a un impact social. Mais j'essaye de simplifier un peu les choses pour vous les expliquer. L'entrepreneuriat social ou l'entrepreneuriat à impact. Alors, cet entrepreneuriat-là, on peut le définir comme une manière d'entreprendre qui place l'efficacité économique au service de l'intérêt général. Donc, les dirigeants d'une entreprise à impact vont faire du profit un moyen et non une fin en soi. L'entrepreneur à impact, lui, va créer une structure pour répondre vraiment à un problème de société. Après avoir identifié un besoin non couvert par des initiatives qui sont existantes, des initiatives qui ne vont pas adresser ce problème de manière efficiente, eh bien, l'entrepreneur il va chercher à apporter une solution nouvelle et durable. Et qui dit durable, dit adosser un modèle économique qui va être pérenne. Mais, encore une fois, le profit n'est pas la fin en soi. Contrairement à un modèle économique, à un modèle d'entreprise plutôt traditionnel, c'est un moyen de parvenir à répondre à un problème, notamment de société.
les entrepreneurs sociaux, c'est vraiment une nouvelle catégorie d'entrepreneurs de plus en plus importante, qui prend de plus en plus de place dans l'économie nationale, dans les médias aussi, et tant mieux. Donc la visibilité est grandissante. Et il va devoir, c'est finalement plus dur de créer une entreprise à impact que de créer, par exemple, une start-up qui n'a pas cette vocation-là, ou une entreprise traditionnelle qui n'a pas cette vocation, parce que l'entrepreneur à impact, il va constamment devoir arbitrer entre 2 ou 3 dimensions, les performances économiques, évidemment, sinon ça ne dure pas, mais aussi les performances sociales et environnementales, parce que c'est quand même sa finalité. Donc la mission va être 2 à 3 fois plus complexe que pour un entrepreneur classique. No pain, no gain. Donc, je peux vous donner un exemple, hein, c'est notamment Mohamed Younous, qui est le fondateur du système de microcrédit, qui est d'origine du Bangladesh, hein, qui a fondé la banque Grameen il y a quand même pas mal de temps maintenant. Donc, peut-être que vous avez entendu parler de cette notion de microcrédit qui a permis à beaucoup de personnes qui n'avaient pas beaucoup de moyens, hein, on parle du Bangladesh, de monter leurs entreprises avec des microcrédits, avec des remboursements de petits montants étalés assez dans le temps, donc qui leur permettaient d'avoir accès justement à du financement sans avoir des grandes cautions, parce qu'ils n'avaient pas grand-chose de côté. Donc voilà, cette banque a permis à beaucoup de personnes dans le besoin de créer leur propre emploi et d'apporter de la valeur au territoire. Donc, ça a lancé, on va dire, l'entrepreneuriat à impact, cette initiative-là. Et donc, il y a une association en France qui s'appelle Académie Younous, qui a été créée en 2012 par Abdoulaye Ndiaye, qui est un ancien sportif de haut niveau, qui s'est inspiré notamment des écrits de ce prix Nobel, hein, Mohamed Younous, du Bangladesh, pour créer l'Académie Younous, dont l'objectif est d'aider les jeunes qui sont plutôt en décrochage dans les quartiers populaires, à les motiver à la réussite scolaire à travers une insertion par le sport. Et puis, plus proche de nous encore, vous avez aussi une start-up, pour le coup, à impact, qui s'appelle Helloasso, qui est une entreprise solidaire d'utilité sociale, qui est basée à Bordeaux, et qui, en fait, qui est la solution gratuite des associations et des clubs pour recevoir des paiements sur Internet. Je parle des clubs, c'est des clubs sportifs, hein, pour recevoir des paiements sur Internet. Et tous leurs services sont gratuits pour les associations. Et en fait, eux, leur modèle économique, c'est quoi? Il n'y a pas de frais, il n'y a pas de commission pour les associations et les clubs sportifs. Ils s'adressent à plus de 100 000 associations en France, quand même, ce n'est pas anodin. Et en fait, leur modèle économique, ce sont des contributions volontaires que laissent les internautes. Voilà, donc c'est des dons. C'est très aléatoire, hein, comme modèle économique, mais ça marche depuis des années et l'OASO n'arrête pas de se développer. Voilà un petit peu pour cet entrepreneuriat à impact. Vous avez aussi une autre typologie pour rejoindre ce que je vais présenter par la suite, mais de l'essaimage. Alors, dans la nature, l'essaimage, c'est un phénomène qui est observé dans les ruches d'abeilles, hein. Quand une jeune reine et une partie de l'essaim, des ouvrières, va quitter la ruche pour former une nouvelle colonie. On peut voir ça aussi dans l'entrepreneuriat, avec des entreprises qui apportent une aide à certains de leurs employés en vue de leur permettre de mettre sur pied leur propre projet entrepreneurial. Cette aide, ça peut être, on peut appeler ça du mentorat, ça peut être la mise à disposition de moyens logistiques, de savoir qui est détenu par une entreprise, à disposition d'un ou plusieurs salariés qui vont vouloir monter leur propre entreprise. Là où moi je peux vous donner un exemple, c'est dans mon expérience dans les énergies renouvelables, j'avais travaillé un peu plus de 3 ans dans une start-up qui faisait des nouveaux systèmes en fait, de support de panneaux solaires qui permettaient de suivre le soleil tout au long de la journée et donc d'augmenter de 30 à 40% en fait, la production du panneau par rapport à des panneaux fixes. Donc, c'est les grands champs solaires de plusieurs hectares que vous installez au sol. Donc, ce n'est pas sur le bâti, ce n'est pas sur les toits. Donc, il y avait une vraie innovation technologique et c'était un marché balbutiant au niveau international même. Et en fait, il y a un employé la boîte s'appelait Exosun, et qui, avec la bénédiction des fondateurs d'Exosun, a développé son propre projet en interne et il a créé une société qui s'appelle ExoS et qui ne rentrait pas en compétition avec Exosun parce que ce n'était pas sur le domaine des énergies renouvelables et du solaire,
mais c'était de la récupération en fait, de gaz d'échappement des camions pour faire tourner une turbine électrique et du coup faire quelque chose, un moteur hybride sur les camions. Et donc, Exosun a permis à cette structure ExoS de se développer dans les locaux, avec le savoir, avec le mentorat des fondateurs d'Exosun. Et aujourd'hui, Exosun a été racheté par ArcelorMittal, voilà, que je ne vous présente pas. Et ExoS, par contre, continue son développement indépendamment. Donc, voilà, c'est une histoire, un cas pratique d'essaimage. Le système de franchise. Un système de franchise, c'est une forme entrepreneuriale qui fait appel à deux entreprises qui sont juridiquement et économiquement indépendantes. Alors, il y a le franchiseur et il y a le franchisé. Le franchiseur, c'est le propriétaire d'une marque et d'un savoir-faire. Le franchiseur donne au franchisé le droit exclusif d'utiliser sa marque, son enseigne, son savoir-faire en contrepartie d'un droit d'entrée, de redevance ou de marge sur les produits ou sur les services. Donc, c'est donc le fait d'utiliser une marque connue en fait, pour mettre un produit, un service ou une technologie sur le marché. Je vous ai mis le logo de Pitaya. Est-ce que quelqu'un peut me dire d'où vient Pitaya, à votre avis? Question piège, question pour un champion. Est-ce que vous savez d'où vient Pitaya? En général, j'aime bien les réponses à cette question. Aucune idée? Vous connaissez Pitaya, le restaurant Pitaya au moins? J'aurais aimé répondre, mais je ne sais pas. Est-ce que tout le monde connaît Pitaya, restaurant d'influence asiatique, plutôt à emporter, mais on peut aussi manger sur place, hein, on en trouve un peu partout. Pitaya, en fait, souvent, je pose la question, quand je pose la question, on me dit c'est américain, ou ça vient de Paris, ou c'est anglais. Non, ça vient de Bordeaux, en fait. Ça vient de Bordeaux. Pitaya, c'est le premier restaurant, il a été lancé sur la place Fernand-Lafargue. C'est le petit Pitaya qui est sur la place Fernand-Lafargue, là, qui a 3 places assises dedans. Il y a toujours un tas de cyclistes devant pour emporter les plats. Eh bien, le premier Pitaya, il était place Fernand-Lafargue. Les fondateurs en ont ouvert 4 autres sur la métropole bordelaise, donc le temps de faire, de montrer que ça marchait bien. Ils en ont créé une franchise, et ensuite ça s'est déployé à travers toute la France et à l'international. Donc maintenant vous en trouvez à travers toute l'Europe, Benelux, Angleterre, Turquie, Espagne, il y en a partout, voire même en dehors de l'Europe. Donc c'est une franchise exemplaire qui a très, très bien fonctionné. Et par exemple, pour cette franchise-là, qui a ouvert en 2010, hein, pour la petite histoire, place Fernand-Lafargue, donc c'est pas si vieux que ça en plus. Hein. Vous devez remplir un cahier des charges pour être franchisé par Pitaya. Il faut un apport personnel de minimum 100 000 euros. Il faut un investissement. Alors, l'investissement global, il va être de l'ordre de 250 000 à 280 000 euros. Il y a un droit d'entrée de 35 000 euros. Voilà, donc pour utiliser la marque, il faut mettre 35 000 euros sur la table. Et Pitaya s'engage, donc le franchiseur s'engage à ce que vous fassiez, si vous répondez à la lettre à leur cahier des charges, que vous suivez leur formation en interne, etc., à ce que vous fassiez 2 millions d'euros minimum de chiffre d'affaires après 2 ans d'activité. Voilà, donc c'est ça la recette de la gloire. Mais il y a un droit d'entrée. Et ensuite, derrière, il y a des redevances de fonctionnement de l'ordre de 6% de votre chiffre d'affaires, plus 2% de votre chiffre d'affaires en redevances publicitaires. Voilà. Donc, il y a un droit d'entrée, et puis derrière, il y a quand même aussi des commissions à redistribuer aux franchiseurs. Donc, tout ça pour vous dire que franchiseur, si ça marche bien, c'est une position idéale. Et la reprise d'entreprise, quasiment pour finir, donc là, ça implique une personne physique ou morale, le repreneur, qui peut être faite par une ou plusieurs personnes. Souvent, on voit ça dans l'actualité, des cadres ou des salariés d'une entreprise, plutôt que ce soit vendu à un fonds de pension. Quand l'entreprise ne va pas très bien, elle est dans une phase de revente, plutôt que ce soit un fonds de pension américain qui reprend l'entreprise, ça va être les salariés qui vont reprendre. C'est assez médiatisé. Et enfin, pour terminer, l'entrepreneuriat, c'est une forme d'entrepreneuriat qui est apparue dans les années 70 aux États-Unis. Et c'est un collaborateur, un intrapreneur qui fait des choses de sa propre initiative au sein d'une organisation déjà existante qui l'emploie. Donc, ça peut être une institution publique, ça peut être une entreprise de plus ou moins grande taille.
C'est une sorte de chef de projet amélioré qui a vraiment une lettre ouverte de la part de ses dirigeants pour aller voir n'importe quel service de l'organisation qu'il emploie, pour développer en fait cette initiative qui va servir la vision de l'entreprise ou de l'organisation qu'il emploie. C'est-à-dire que ça va être un nouveau produit, ça va être une nouvelle organisation qui va être mise en place. Voilà, donc c'est un super chef de projet qui va gérer une nouvelle équipe, qui va gérer un nouveau budget alors qu'il n'avait pas forcément l'habitude, et qui va avoir vraiment carte blanche pour développer ce projet au sein de l'entreprise. Je vous ai mis le logo de Google parce que Google est assez précurseur dans le domaine. Sachez que quand vous travaillez sur Google, vous pouvez dédier 20% de votre temps de travail, donc un jour par semaine quand même, un jour travaillé par semaine, à un projet personnel. Et certains en profitent pour développer des startups à l'intérieur de Google. Ils ont un incubateur, ils ont un fonds d'investissement, ils ont une école de formation. Voilà, donc il y a certains salariés qui ont développé des startups à l'intérieur de Google. Et ensuite, Google prend, une fois que la startup est créée, elle prend des parts dans la boîte. Des fois, elle revend quelques années plus tard pour y retrouver ses petits avec un peu une certaine forme de rentabilité. Voilà, on voit différents formats comme ça, parce que Google a institué l'intrapreneuriat, parce que l'entreprise avait beaucoup de mal justement à maintenir un haut niveau d'innovation. Et en fait, l'intrapreneuriat a été une solution pour réinsuffler beaucoup d'innovation au sein de l'entreprise, puisque le système de R&D sortait que des bids du type Google+, si vous avez connu, voilà, le réseau social qui va concurrencer Google, Facebook, et les Google Glass plus récemment aussi, qui a été un bid commercial. Donc, ils ont retiré du marché. Ah, donc, l'intrapreneuriat au sein de Google amorce un peu plus d'innovation et de projets comme ça intéressants. Voilà pour les différentes typologies d'entrepreneuriat. Encore une fois, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à m'interrompre. Je passe rapidement sur les mythes américains, justement. Alexandre, oui. Excuse-moi. Là, tu as donné un panorama, une cartographie des différents natures ou modèles. Pour les étudiants SBM, donc sciences biologiques et médicales, moi, spontanément, on pourrait imaginer spin-off, start-up, Oui. SMH. Qu'est-ce que tu en penses? Comment tu vois les choses? Est-ce que tu as des exemples d'autres modèles ou même dans le développement social dont tu parlais tout à l'heure? Pour ce type, alors si vraiment ces étudiants veulent devenir des porteurs de projets, eh bien, a priori, alors ça peut être plusieurs choses, parce qu'on est quand même dans la biologie. Pour y avoir travaillé, par exemple, moi, l'expérience que j'ai eue dans le domaine du diagnostic in vitro, c'était une filiale d'une société, c'était suédois. C'est une filiale française d'une société suédoise pour distribuer en fait du matériel vis-à-vis des laboratoires d'analyse médicale. Donc là, on peut parler de spin-off, on peut parler de filiale, c'est pas tout à fait pareil, mais la société suédoise avait recruté une équipe française en France pour distribuer sur le marché français, auprès des laboratoires français, les produits et les réactifs, les automates et les réactifs qu'elle produisait en Suède. On est allé visiter les locaux en Suède, etc. Donc là, il peut y avoir ce format-là. Donc, mais c'est un dirigeant. Hein. C'est un dirigeant qui dirige la filiale. Hein. Ce n'est pas un salarié de l'entreprise suédoise. Donc, l'entreprise suédoise vraiment fait une filiale. Elle va donner des parts aux dirigeants de la filiale française. C'est une société à part entière. Et puis le côté start-up aussi. Évidemment, si là, il y a de l'innovation from scratch, hein, si je puis dire, dans le domaine médical, dans le domaine biologique, eh bien, ça va plutôt être une start-up avec des levées de fonds successives, un dépôt de brevets, une forte part de propriété intellectuelle. Donc, à voir comment elle est répartie justement entre le laboratoire, le fondateur, etc. Donc, bon, moi, s'il y en a deux que je ferais ressortir vis-à-vis de ce public en particulier, ça va plutôt, et vis-à-vis de ce type dans ce secteur d'activité, ça va plutôt être ces deux typologies-là, si je réponds bien à ta question. Merci. Bon,
je passe rapidement sur les mythes. On a toujours le mythe de l'entrepreneur dans son garage. Souvent, c'est un mythe américain, mais on n'entreprend pas aux États-Unis comme on entreprend en France, loin de là. Et puis souvent, le garage, il est plutôt sympa parce que c'est souvent voilà, ces trois personnes-là. Quand on s'intéresse un peu plus à leur biographie, eh bien, ce sont des gens qui sont issus de milieux quand même plutôt très favorisés, avec des parents qui ont des très gros réseaux, Silicon Valley, des gros moyens à la base. Je vous invite à regarder le film, si ce n'est pas déjà fait, The Social Network, qui retrace les débuts de Facebook avec Mark Zuckerberg et son associé, qu'il a un peu viré voilà, au fil du développement. Donc, c'est assez intéressant parce que c'est une histoire d'amitié entre deux associés qui est brisée par le développement de Facebook. Donc, c'est plutôt pas mal. Ça peut donner aussi envie d'entreprendre. Ce n'est pas que à charge. Et voilà, donc ça, c'est les mythes américains du garage, de la start-up de garage. Moi, j'aime bien citer celui-là parce que c'est un peu franchouille, hein, mais c'est Paul Morley qui a monté sa première boîte avec 3 000 € en poche. Il s'appelait. Alors, c'est un Lyonnais, il a monté sa boîte à 20 ans. Il a monté sa boîte avec 3 000 €. Il est issu d'un milieu plutôt populaire avec des parents ouvriers dans la banlieue de Lyon. Il n'a pas fait des grandes écoles comme les trois autres. Il a fait un bac pro électricité en alternance à la SNCF. Il a monté sa première boîte à 20 ans qui a été un succès. C'est la commercialisation de boîtes de lunettes, de goodies, de lunettes en plastique, lastrier, sur lesquelles vous pouvez imprimer votre logo. C'est des lunettes publicitaires. Ça s'appelait lui, Frenchy. C'est devenu en quelques années le leader européen des lunettes publicitaires. Et après, ça lui a permis de rencontrer Xavier Niel et de monter avec lui ce qui est un peu plus connu aujourd'hui, à savoir Lunettes pour tous, que vous connaissez peut-être, qui est dans toutes les grandes villes de France et en plein milieu de la rue Sainte-Catherine à Bordeaux. Voilà, pour diviser le prix de l'optique par 5 à 10 par rapport au marché existant. Donc, il a cassé un peu le marché de l'optique, un peu comme ce qu'a fait Xavier Niel avec Free sur le marché de la téléphonie. Voilà, bon, c'est un exemple que j'aime bien citer parce qu'il est peut-être un petit peu plus accessible que les autres. Allez, je rentre sur ce qu'on fait à l'Université de Bordeaux. Donc, on fait de l'information en termes d'entrepreneuriat, on fait de la sensibilisation à travers les séminaires que je vous ai cités tout à l'heure, qui sont plus ou moins longs, qui impliquent des équipes qui vont travailler sur un business model fictif et qui vont présenter à la fin devant un jury. Et puis, la partie émergée de l'iceberg, celle qui nous intéresse peut-être le plus ici, pour ceux qui veulent entreprendre, c'est Jubilab. Jubilab, c'est l'incubateur de l'Université de Bordeaux. Ubi, pourquoi? C'est l'Université de Bordeaux est une entrepreneur. Donc, c'est un incubateur étudiant, certes, mais depuis un peu plus d'1 an, où c'est aussi ouvert au personnel de l'université, donc que ce soit des enseignants-chercheurs ou des administratifs qui veulent entreprendre, eh bien, on peut aussi les accompagner. On leur ouvre aussi tous les services de Jubilab. Les services, la palette de services, elle est la suivante. C'est déjà un espace de coworking physiquement. Donc, il y a 140 mètres carrés de locaux en open space que vous pouvez voir là en photo, qui sont sur le campus de Bastide, au pôle universitaire des sciences de gestion, à l'IAE, l'IUT Tech de Co, GEA, voilà, ce n'est pas le plus gros campus. Mais c'est là qu'il y a les formations d'entrepreneuriat, car sachez qu'il y a un Master 2, un Master 1, Master 2 et une licence pro entrepreneuriat à l'Université de Bordeaux. Et ces 3 formations, et un DU aussi, outil pour entreprendre, ces 4 formations sont situées sur ce campus, d'où le premier espace de coworking qui a été ouvert sur ce campus, donc, qui est ouvert de 8h à 20h tous les jours, sauf le dimanche, à tous les incubés. Ce sont des rendez-vous individuels, à peu près une fois par mois, tous les mois et demi, entre 1h30 et 2h, où on fait le point avec chaque porteur de projet. Voilà, on accompagne tous les types de projets, hein, je vais y revenir par la suite. Donc là, c'est vraiment un accompagnement individuel. On les aide à mûrir une idée. Ils arrivent avec une idée en général. Et puis pendant plus ou moins une année universitaire, on va les accompagner individuellement et collectivement à maturer cette idée pour qu'à la fin, on ait un business model. Donc un business model, ce n'est pas un business plan. On va dire que c'est une version un peu plus synthétisée que le business plan. On va un peu moins loin sur la partie juridique et financière notamment, mais on les aborde tout de même. Et c'est un document écrit qu'on va formaliser avec eux pour qu'il n'y ait plus vraiment d'angle mort par rapport à leur projet.
Et puis, on ne va pas les aider que là-dessus, on va les mettre en relation avec l'écosystème, on va les conseiller stratégiquement sur la communication, sur tout un tas de choses, on va les mettre en relation avec des professionnels. Voilà, donc, il y a toute une palette aussi sur l'accompagnement individuel. Des ateliers collectifs thématiques, il y en a un ce soir, par exemple, sur la recherche, c'est en ce moment même, c'est ma collègue qui s'en occupe, parce qu'on est 5 hein, dédiés vraiment à l'entrepreneuriat à l'Université de Bordeaux. Ça dépasse même un peu l'Université de Bordeaux, mais bon, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Donc là, en ce moment, par exemple, il y a un atelier sur la recherche des premiers financements quand on se lance. La semaine dernière, c'était le design thinking. Bientôt, on aura savoir mener une campagne de crowdfunding. Il y aura la levée de fonds, il y a le choix des statuts d'entreprise. Voilà. Donc, vraiment des thématiques très pratico-pratiques liées à l'entrepreneuriat. Une communauté, j'y tiens parce qu'avec le Covid et le distanciel, la communauté, on l'a oublié. Mais quand on a la chance d'avoir un espace physique, c'est aussi un endroit, un lieu de rencontre où tous ces entrepreneurs en herbe se retrouvent pour aussi partager leurs galères et leurs succès. Et s'appuyer sur la communauté, ça c'est très important. Et ça, le distanciel, ça ne remplace pas du tout. Des permanences d'experts avec des experts comptables, des avocats, des développeurs web, des experts de l'étude de marché et autres, du financement. Voilà, plutôt sur des rendez-vous individuels d'une demi-heure voilà, qui se passent à Ubilab. Et puis après, beaucoup de réunions informelles aussi qui sont organisées par les porteurs de projets eux-mêmes, qui s'appuient sur la communauté pour faire du testing, des études de marché, pour des produits, des séances de dégustation pour des produits agroalimentaires, par exemple. On a beaucoup de choses. Voilà ce qu'on fait à Ubilab. Ça, voilà, juste une petite photographie d'un outil central dans notre accompagnement. Pour la sensibilisation, on l'utilise aussi beaucoup, c'est le business model GRP. Et je vous invite à visiter le site ressources qui s'appelle grplab.com, où vous trouverez toutes les informations que vous souhaitez sur le business model GRP, qui a été construit au sein de l'Université de Bordeaux par l'équipe de recherche en entrepreneuriat et qui est un très bon outil pour l'accompagnement, la formalisation du projet et aussi la sensibilisation à un bon outil pédagogique. Pour intégrer l'incubateur au préalable, il faut demander le statut national études entrepreneur, qui est un statut qui existe depuis 2014 et qui est accessible à partir du bac. Donc, on parle vraiment de l'enseignement supérieur. C'est une demande à titre individuel, il n'y a pas de limite d'âge, on peut le demander à tout âge. On parle de jeunes diplômés, mais finalement, on peut être diplômé à n'importe quel âge, reprendre ses études tout au long de la vie, donc il n'y a pas de limite. Et c'est valable pour une année universitaire et ça peut être renouvelable. Pour tout savoir, je vous invite là encore à visiter un site qui dépend du gouvernement. Vous avez une très bonne FAQ sur ce statut. Il y a 3 comités, il y a 3 vagues d'intégration par an. Donc, nous, on s'appuie sur ce statut pour intégrer nos incubés à l'incubateur Ubilab. Le premier comité, c'est au mois de juin pour une intégration en septembre. Le deuxième comité, c'est demain et après-demain. Donc là, c'est trop tard. Et le troisième comité, c'est au mois de janvier. Donc, juin, octobre, janvier. Et ensuite, on accompagne jusqu'à septembre de l'année universitaire suivante. Donc, par exemple, là, ça va être jusqu'en septembre 2022. Donc, par exemple, ceux qui intègrent au mois de janvier, souvent, c'est eux qui demandent un renouvellement pour l'année suivante, parce qu'ils ont une année un peu tronquée. Et donc, je vous ai mis le lien vers la plateforme de candidature pour ceux qui sont intéressés, pour demander votre statut étudiant entrepreneur, qui vous donne accès à tous les services que je vous ai cités à travers Ubilab. L'accès à l'espace de coworking, l'accompagnement individuel, les ateliers collectifs, la communauté, etc. L'écosystème. Et l'écosystème, voilà, je fais un petit focus dessus. On les appelle les UBIs, les étudiants entrepreneurs qui sont incubés chez nous. Il y a 3 grands parcours. Hein. Bon, le premier, je l'évacue assez rapidement, c'est quand, pour des raisons X ou Y, manque de disponibilité, pas le marché qu'on pensait, beaucoup trop de concurrents par rapport à ce qu'on imaginait, pas le bon timing, c'est pas la bonne phase voilà, pour se lancer. Eh bien, c'est aussi notre responsabilité de dire que c'est pas, il ne faut pas aller jusqu'au bout. Donc, il ne faut pas engager trop d'argent pour rien. Pas trop de risques.
Malgré tout, le premier objectif, c'est quand même d'apporter des compétences entrepreneuriales à ces étudiants entrepreneurs. Donc, même si ça ne va pas jusqu'au bout, le fait d'avoir acquis des compétences entrepreneuriales, c'est déjà une victoire pour nous. Il y a la création qui peut se faire pendant la phase d'incubation ou à la sortie de l'incubateur. Ça, c'est plutôt pour des projets qui ne demandent pas une forte R&D, du type des projets de restauration, de consulting, unipersonnel. Voilà, où là, il suffit de trouver un local, par exemple, et puis d'avoir les financements, et c'est parti. Il n'y a pas besoin d'une autre couche d'accompagnement plus spécifique. On est vraiment un incubateur généraliste, on accompagne tous les types de projets. On est en lien avec des financeurs de l'amorçage, certains que je cite ici. Et puis, on prépare aussi certains qui ont besoin d'une phase de R&D un peu plus avancée. Donc ça, c'est plutôt pour des projets plus innovants. On parlait d'innovation d'usage ou technologique tout à l'heure. On en a aussi, bien sûr. Ça représente à peu près 30%. Je vous montrerai après un petit visuel. Eh bien, eux, ils vont avoir besoin d'une autre couche d'accompagnement après Cubilab, qui peut être apportée par des incubateurs, des technopoles avec qui on est en lien. On prépare ces étudiants entrepreneurs pendant un an, plus ou moins un an, à intégrer ces structures. Parce que jusque-là, il n'y avait personne qui faisait le boulot, et ces structures intégraient très peu d'étudiants de jeunes diplômés parce qu'ils les estimaient trop jeunes, pas assez formés. Donc voilà, on occupe cet espace-là aussi, on fait le lien. Des pépinières d'entreprises aussi, il y en a quelques-unes à Bordeaux, qui sont spécialisées chacune. Des couveuses aussi, pour ceux qui ne veulent pas créer tout de suite, qui veulent utiliser le numéro SIRET d'une structure qu'on appelle couveuse, le temps de tester son offre de service ou de produit avant de créer sa propre entreprise. Des accélérateurs plutôt de start-up qui vont prendre des parts de capital à la création en échange de locaux, d'accompagnement, de mise en relation avec des écosystèmes encore plus ciblés, de préparation à la levée de fonds. Voilà, donc c'est encore une autre forme d'accompagnement. Nous, on est complètement désintéressés. C'est un service public, donc on ne prend pas de part, on ne demande pas d'argent. L'accompagnement est complètement gratuit, c'est payé par vos impôts. Sur quelques chiffres aussi, sachez que l'année qui vient de s'écouler, 2020-2021, on a accompagné à peu près, à peu près 70 étudiants entrepreneurs pour une soixantaine de projets, parce qu'il y a des projets qui sont faits à plusieurs, qui sont portés à plusieurs, dans des secteurs d'activité très variés. On a des commerces de proximité, dans le sport aussi, l'agroalimentaire qui fait une belle percée depuis quelques années, beaucoup de services, et puis à peu près un tiers des projets qui s'inscrivent dans ce que je définissais comme des startups tout à l'heure, des projets plutôt à forte croissance, à potentiel de forte croissance pour ne pas les appeler des startups. Et puis l'origine des étudiants entrepreneurs, ça vient de partout, de tous les collèges, de tous les campus de l'Université de Bordeaux, il y en a même à Bayonne, il y en a à Agen, puisqu'on a des masters qui sont là-bas, notamment, des IUT aussi. Donc après, évidemment, deux formations qui sont bien représentées, c'est la licence pro entrepreneuriat et le master entrepreneuriat, c'est logique. Et c'est logique qu'ils demandent leur statut plus que les autres. Et puis quelques bilans des anciens aussi, avec là, ça fait maintenant l'incubateur Jubilab, il a été ouvert en septembre 2016. Donc là, on est dans la 6e année. Sur cette année universitaire 2021-2022, on est dans la 6e année en fait, d'activité de l'incubateur. On commence à voir première, deuxième promotion qui font des levées de fonds. Ça met du temps, hein. Ça met du temps à percer, ça ne se fait pas en 6 mois. Hein. Mais voilà, c'est la première année l'année dernière où on a des levées de fonds de cette importance-là, de plus d'1 million d'euros. Donc 3 tours de table qui ont été réalisés par des anciens, Meditech, Wellib et Grip, pour près de 3 millions d'euros qui ont été levés. Et puis des belles campagnes de crowdfunding aussi, on en a tous les ans. Mais une en particulier, peut-être que vous en avez entendu parler, elle vient de chez nous, c'est Zeta. Zeta, c'est quoi? C'est des sneakers, des baskets unisex pour hommes et femmes, réalisées à partir de marc de raisin notamment, de caoutchouc recyclé, de liège, de déchets qui ont été revalorisés sous forme de baskets qui sont produites au Portugal. Et elle a fait la campagne de financement participatif, pour ne pas dire crowdfunding, sur Ulule, peut-être que vous connaissez, qui a marqué l'histoire d'Ulule, puisque c'est la meilleure campagne de financement participatif de l'histoire d'Ulule, qui est quand même juste la plus grosse plateforme de crowdfunding internationale, dans le domaine de la mode. Elle a fait, avant donc de créer sa société, puisque c'était son test de marché quelque part,
elle a fait en précommande 285 000 € de précommande de ses chaussures. Du jamais vu. Hein. Et puis bon, il y en a eu d'autres qui ont fait des très belles campagnes. Depuis le début, il y a très peu de campagnes qui n'ont pas réussi. En général, voilà. Une campagne de crowdfunding, c'est un moyen de tester son marché, d'avoir des précommandes avant même de créer, de déposer son numéro SIRET, de créer son statut d'entreprise. C'est la meilleure façon de créer une entreprise, clairement. Parce que là, vous y allez, vous avez déjà du chiffre d'affaires qui est assuré. Après, le challenge, c'est quoi? C'est de livrer les clients pas trop tard. C'est tout. Mais ce n'est pas le plus gros challenge, malgré tout. Le plus gros challenge, c'est d'avoir des premiers clients. Ce n'est pas de créer une boîte. On peut créer une boîte avec 0 client pendant 3 ans. Ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Donc, voilà à quoi ils ressemblent les baskets de Zeta. Là, vous avez au milieu, là en haut, les baskets véganes issues de résidus de raisin, bah, c'est elle. Donc, pour aller voir, tout le monde ne parle que d'elle depuis 2 ans, depuis cette campagne de crowdfunding. Je crois que sa campagne, c'est plus de 6 000% de son objectif initial. Donc, elle a explosé tous les records. Il y en a une autre qui est arrivée avant elle, qui a lancé la première gamme de chaussures véganes. Alors, ne me demandez pas pourquoi, on a eu une vague de véganes les 3 premières années. Alors, ça s'est tari depuis 2 ans. On n'en a plus trop, je pense que c'était un effet de mode aussi. On avait plein de véganes qui étaient vraiment habités par leur projet. Et donc, il y avait Minus sur Terre aussi, qui cartonne, hein, au même sens que qui avait fait avant elle la meilleure campagne de crowdfunding qui sortait du Bilab, avant Zeta. Donc, c'était aussi des chaussures véganes, mais plutôt féminines. Et donc là, depuis, elle s'est diversifiée. Elle fait aussi des vêtements véganes. Donc, Minus sur Terre aussi, qui est très connue au niveau national. Donc, c'est assez marrant parce que quand j'en parle, bah, c'est un peu comme Pitaya. Ah bon, on ne savait pas que c'était de Bordeaux. Bah, non seulement c'est de Bordeaux, mais en plus, c'est l'université de Bordeaux. Donc, Je croyais que c'était moi qui avais un problème de réseau, mais je pense Non. que... Oui, moi non plus. Alors, Néla, est-ce que tu peux peut-être couper l'enregistrement le temps que je renvoie un texte. je reprends le fil. Voilà. Donc, Meditech, lui, c'est plutôt sur le profil startup, alors, pour le coup, avec une vraie innovation technologique. C'est une application en fait d'authentification de faux médicaments, enfin de médicaments tout court, mais pour débusquer les faux, basée sur les technologies blockchain. Willib, qui a fait une très belle levée de fonds aussi, c'est une plateforme pour faciliter le travail des cabinets d'expertise comptable pour qu'ils se concentrent vraiment sur la partie consulting et qu'ils automatisent avec l'intelligence artificielle en fait des opérations récurrentes à faible valeur ajoutée. Grip aussi, que j'ai cité juste avant, qui a fait une levée de fonds cette année. Eux, ils font c'est 2 passionnés de voitures de collection, ils font de l'impression 3D de pièces détachées en fait, pour les voitures de collection des années 70-80. Un marché de niche, mais ils n'arrêtent pas de se diversifier, de se développer. Until, là, elle est en passe de gagner un concours là, de Made in France. C'est du prêt-à-porter, c'est une nouvelle marque de prêt-à-porter, vraiment Made in Aquitaine. Les Filous, voilà une franchise qui est en train de se monter de restaurants méditerranéens, plutôt casual food, c'est-à-dire que c'est du fast-food, mais avec des bons produits. Ils se sont lancés à Toulouse parce qu'à Bordeaux, c'était trop cher. Ils étaient désespérés des prix des locaux commerciaux à Bordeaux, mais ils sont partis à Toulouse et j'espère qu'ils reviendront avec des franchisés à Bordeaux, par la grande porte. 4 roues sous un parapluie, c'est plutôt dans le domaine touristique. Où là, c'est un ancien étudiant passionné de 2 chevaux qui a monté toute une flotte de 2 chevaux. Il a mis des VTC dedans. Et donc, il parcourt avec les clients plutôt internationaux, les rues de Bordeaux et les vignobles bordelais. Et enfin, City School, lui, qui est une association pour montrer la diversité, une association qui se déploie à travers la France entière pour la recherche de vocation pour des publics étudiants, lycéens, en décrochage aussi scolaire, et qui ne savent pas trop ce qu'ils vont faire dans la vie. Il y a tout un programme de raccrochage et de recherche de vocation.
Je continue à dérouler assez rapidement parce que je vois que l'heure tourne. Sachez qu'il y a un grand rendez-vous dans l'année qui s'appelle du Booster, qui est un dispositif, pour ne pas l'appeler concours, qui permet de gagner jusqu'à, voire un peu plus, 5 000 € en numéraire. Hein. Donc, il y a un budget global de 13 000 € qui est donné à 5, qui est réparti sur les 5 meilleurs projets que nous recevons. Donc, il y a plusieurs phases de sélection. Ça commence mi-avril, ça se termine mi-juin, c'est sur 2 mois, avec 3 phases de sélection, une sur dossier, un business model GRP. Il y a une demi-finale avec les 10 meilleurs projets que l'on a retenus qui viennent pitcher devant un premier jury, puis les 5 finalistes qui sont sûrs de repartir au moins avec 1 000 € chacun. Et pour le premier, c'est au moins 5 000. Donc, voilà, chaque année, on a une couverture de Sud-Ouest. Et puis, derrière, en général, ça donne des projets plutôt sympas qui transforment bien. Et le but, c'est de les mettre, c'est pas que de leur donner de l'argent, c'est surtout de les mettre en relation avec l'écosystème qui fait partie du jury de la finale, qui sont des financeurs. Donc, il y a BPI France, il y a le réseau Entreprendre, la région et d'autres. Voilà, pour aussi aller chercher. C'est un effet de levier, les 5 000 € par exemple. Hein. C'est pour aller chercher beaucoup plus que ça. Hein. Parce qu'on peut monter une boîte avec 5 000 €, mais ça peut être assez vite consommé. Et puis, l'autre grand rendez-vous, c'est LinkHub. Là, c'est plutôt un speed meeting de l'entrepreneuriat où, où je vous ai dit qu'on préparait certains étudiants, beaucoup d'étudiants à intégrer des structures d'accompagnement qui vont prendre le relais du Bilab. Eh bien, ça intervient plutôt vers la fin de l'année universitaire, donc là, plutôt mi-juin, où on les met physiquement en face de ces structures d'accompagnement pour les convaincre de les intégrer dès le mois de septembre ou d'ici la fin de l'année pour pas qu'on les laisse trop longtemps dans la nature tout seul, voilà, entre l'accompagnement du Bilab et la suite. Voilà, donc, quelques structures d'accompagnement dont je vous ai mis les logos en dessous. Tout ça se passe à l'incubateur. On fait notre lien aussi, le rôle de passerelle avec cet écosystème. Alors, je vais vite, hein, mais surtout, n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. Je terminerai là-dessus sur l'idée. Souvent, on se dit, mais bon, moi j'ai envie d'entreprendre, je n'ai pas forcément l'idée. Alors déjà, sachez que l'idée, on a coutume de le dire, même si c'est un peu arbitraire, que c'est 30% de la réussite d'un projet. On peut avoir une excellente idée et être un très mauvais entrepreneur. On peut être un excellent entrepreneur et pas forcément avoir l'idée là tout de suite. Je peux vous dire d'expérience que pour en avoir accompagné un certain volume, ce qui fait la différence, ce n'est pas l'idée de base, c'est le porteur ou la porteuse, ou les porteurs. C'est leur profil, en fait. C'est l'énergie qu'ils vont mettre, la disponibilité, la motivation, la capacité à rebondir, la résilience, la ténacité. Voilà les qualités, en fait, la créativité. La capacité, en fait, à se créer des opportunités, à convaincre. Voilà. C'est ça les qualités d'un entrepreneur. Il n'y a pas un profil type d'entrepreneur, mais il y a beaucoup d'entrepreneurs différents, mais qui vraiment réunissent ces qualités-là prioritaires, primordiales. Et l'origine de l'idée, ça peut venir d'une passion, comme ceux qui étaient passionnés de voitures de collection, d'une expérience professionnelle, comme celui qui a monté Willib, là, qui avait fait un stage dans un cabinet d'expertise comptable et qui avait noté qu'il y avait il y avait une opportunité. Une expérience de consommateur, mais nue sur Terre. Marie elle était végane. Elle ne trouvait pas, excusez-moi de la blague, de chaussures à son pied. Donc, elle a créé sa propre gamme de chaussures véganes. Et ça a cartonné. Et puis, des fois aussi, volonté tout simplement de réduire les coûts. On a eu un projet, par exemple, de cercueil low cost. Voilà. C'est un peu bizarre, mais... Et puis, une autre façon de trouver des idées, eh bien, ça peut être voilà, dans les plateformes de crowdfunding, il y a pas mal de sources d'inspiration, et puis surtout l'international, les voyages, la double culture aussi. Une très forte source d'inspiration pour importer des concepts qui marchent à l'étranger en France, par exemple, ou vice-versa. Hop. Voilà. Quelques conseils, mais je vois qu'il est déjà largement l'heure, donc je n'irai pas forcément plus loin, mais si je peux vous donner un conseil, c'est que au-delà de ces qualités primordiales que doit montrer un entrepreneur pour réussir, c'est la passion. Voilà, il faut être passionné par ce qu'on fait parce que ça demande, c'est très dévorant.
Ça consomme beaucoup de temps, d'énergie. Ça peut impacter sur votre vie privée aussi, hein, je suis bien placé pour le savoir. Et voilà, il faut quand même être sacrément passionné pour s'accrocher et rencontrer le succès, et puis passionner les autres, embarquer beaucoup de gens avec vous, dans votre famille, vos proches, parce que c'est les premiers soutiens. Donc voilà, quand on est passionné, en général, on embarque tout le monde avec soi, et ça aide. Voilà, j'en ai fini. J'ai dépassé de quelques minutes. Est-ce que vous Merci avez des questions? Alexandre. Moi, en fait, j'ai une question, pas pour toi, mais qui par ricochet va te revenir. J'ai une question aux étudiants qui sont là ce soir. Vous êtes là pourquoi? Parce que ça vous frôle, parce que c'est cette histoire d'entrepreneur, vous vouliez savoir un peu plus, ou certaines d'entre vous ont des idées plus précises. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête là? C'est culture générale ou c'est un projet un peu plus précis? Tiens, bah, là, on est là, parce que tu m'en avais parlé un petit peu. Moi, c'est surtout parce que j'étais curieuse et je voulais en savoir plus pour avoir un peu des infos sur comment ça se passe et la démarche et aussi pour pouvoir peut-être en parler à d'autres personnes à qui ça peut intéresser. Voilà. Alors, sachez que on est très friand justement de ce type de relais, puisqu'on a quand même du mal à se faire entendre. Il ne faut pas se cacher auprès de... Il y a quand même plus de 60 000 étudiants à l'Université de Bordeaux. On peut pas être partout, on ne peut pas se faire entendre de tous, malgré le soutien de la communication centrale qui diffuse beaucoup de messages en notre faveur. C'est une bonne chose, mais tout le monde ne les lit pas, hein, c'est normal. On n'est pas tout le temps sur les réseaux sociaux et sur notre ONT, ou sur la newsletter. Donc, notamment auprès des doctorants. On a une bonne marge de progression encore parce qu'on fait un séminaire de sensibilisation par an qui intervient au mois de juin auprès des doctorants. Et ce séminaire touche une vingtaine de doctorants. Il y en a 2000 à l'Université de Bordeaux. Hein, donc, c'est pareil, hein, on a du mal à les toucher. Moi, c'était une de mes questions. Ma question, c'était est-ce que vous aviez beaucoup de doctorants qui étaient finalement, qui formaient partie des UB, si je peux dire ça, et est-ce qu'il y en a beaucoup du côté, nous, on est surtout en fait des doctorants du campus Carrère, donc plutôt en santé, Ouais. et je voulais savoir s'il y en avait de là. Alors, on en a 2-3 par an, pas plus. Bon, j'en suis déçu, hein, le premier déçu, mais c'est difficile de les toucher, hein, vraiment, malgré tous nos efforts. 2-3 par an, et sur les 2-3, en 5 ans, il y en a eu un qui a fait un projet sur la valorisation de sa recherche. Tous les autres, c'est sur des projets qui n'ont pas forcément grand-chose, enfin, qui ne sont pas issus de la valo. Et en plus, on a une excellente expérience avec ce doctorant. On le sort à toutes les sauces. C'est celui qui coche toutes les cases. On le fait intervenir partout. Il est super. Il monte une application pour les coureurs de fond avec des mesures de constante qui sont très, très précises parce que c'est basé sur des études scientifiques, sur des outils vraiment très, très précis. Ce n'est pas un gadget, quoi. Et voilà, c'est le seul en 5 ans que j'ai accompagné sur la valorisation de ces travaux de recherche, quoi. Donc, c'est dommage. Oui. Là, par exemple, il y a, je ne sais pas si vous avez reçu l'info, mais c'est très difficile de la diffuser. Le Collège des écoles doctorales l'a diffusée sur son site, l'Université de Bordeaux l'a diffusée sur ses réseaux sociaux. Sachez que jusqu'à mi-novembre, jusqu'au 18 novembre, vous pouvez vous inscrire pour participer à un hackathon doctorat entreprise, donc pour acquérir des compétences entrepreneuriales sur 3 jours d'immersion à La Rochelle, tout frais payé. Repas, déplacement, hôtel, à La Rochelle dans un cadre plutôt sympa, parce que là, c'est à l'échelle régionale. Donc, on a aussi des doctorants de La Rochelle, des doctorants de Pau, des doctorants de Bordeaux-Montaigne et des doctorants de l'Université de Bordeaux qui peuvent participer. Il y a une 30aine de places. Et pour mise en relation, en plus, vous allez travailler sur une problématique liée au développement durable. Donc là, par exemple, c'est sur les mobilités propres. Il va y avoir Alstom qui envoie du personnel pour vous encadrer, pour vous coacher en équipe, pour répondre à une problématique qu'ils trouvent sur les économies d'énergie sur les rails de tram, par exemple. C'est un moyen de se faire détecter, alors, sans forcément que vous ayez envie de monter une entreprise derrière,
c'est quand même un moyen, un, d'acquérir des compétences entrepreneuriales, deux, de se faire identifier par Alstom, qui est quand même pas n'importe quelle entreprise, pour pouvoir, pourquoi pas, se faire embaucher derrière. Donc, ça sert à ça aussi. Hein. Voilà, donc sachez-le. Vous pouvez aller voir, je pourrais vous l'envoyer, hein, le lien pour on l'inscription. fera passer le message à travers nos groupes. Je vais vous le mettre dans le chat, comme ça, ce sera fait. Hop. Je vous envoie ça tout de suite. Est-ce qu'il y a d'autres questions en attendant? Oui, moi j'avais une petite question. C'était juste pour parce que donc, du coup, vous avez dit que vous avez eu une expérience d'entrepreneuriat. Et ça a été quoi la plus grosse difficulté à laquelle vous avez fait face pour monter à votre entreprise? La connaissance du marché, la connaissance du besoin. On a souvent l'impression qu'on le connaît. Interroger 500 personnes parce qu'on on s'entoure toujours, parce qu'on a lancé le site, parce qu'on a des bons retours, etc. Et en fait, on se rend compte que pas forcément, que ça met du temps en fait à rencontrer le marché par rapport à son offre. Ça met du temps, on y arrive rarement du premier coup, et en fait, il faut se planter. Il faut se planter plein de fois, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas attendre d'avoir une première offre parfaite. S'il y a un conseil à donner, c'est celui-là. C'est aller vite, faire quelque chose, pas forcément tip-top, mais proposer très vite un premier produit ou un premier service qui n'est pas du tout finalisé, qui n'est pas nickel, et se prendre tous les retours par rapport à ce produit ou service pour aller très vite vers une deuxième version qui, elle, par contre, va commencer à répondre beaucoup mieux aux besoins du marché. Donc, c'est pas l'étude de marché, tout ça, c'est bien. Le business model aussi, ça permet de mûrir son idée, etc. Mais il faut quand même, en parallèle, aller très vite sur ce qu'on appelle un minimum viable product, à savoir, c'est le MVP, donc c'est une première ébauche de ce qui pourrait se vendre en termes de services ou de produits au marché qu'on adresse. Et c'est là qu'on se rend compte que le marché n'était pas du tout finalement celui qu'on pensait, ou que le produit fitait pas bien, et qu'on va aller très vite en fait sur des itérations successives pour l'améliorer et aller de plus en plus vers cette réponse aux besoins. C'est ça la principale difficulté, c'est de bien connaître son marché. On croit toujours qu'on le connaît, et en fait, c'est pas du tout aussi simple que ça. Et on prend trop de temps sur des bêtises, on prend trop de temps sur des détails qui nous paraissent nous importants, le logo, la couleur du site, des choses comme ça, parce que ça, on se fait plaisir. Mais en fait, c'est pas la bonne chose. Il faut savoir se faire mal, quoi. Ouais. Et puis le temps qu'on prend. Hein. Une difficulté, ça prend toujours plus de temps que ce qu'on a imaginé à la base. Toujours plus de temps. Donc, il faut être prêt, il faut être patient. Ce n'est pas une course de vitesse, c'est un marathon, clairement. Merci. D'autres questions? Je regarde s'il y en a d'autres. Apparemment, non. Je trouvais que c'était très complet. Déjà, la présentation, on a eu plein de points et plein d'informations très intéressantes. Bon, merci. Je vous ai un peu submergé. Je suis allé un peu vite quand même, mais il y a tellement de choses à dire. J'ai quand même déjà un peu tranché par rapport à ce que je dis d'habitude, mais c'est vrai que j'ai un débit de parole assez rapide. Veuillez m'en excuser. Et est-ce que ce serait possible d'avoir le support pour qu'on puisse faire un compte rendu, la présentation pour faire un support de compte rendu Bien sûr. Très bien, merci. Comme ça, je l'envoie à Jean-François. C'est toi qui fais le lien, Jean-François? Oui, merci. Ouais. Et comme ça, voilà, et en même temps, on fera un peu on essaiera de faire un peu de pub auprès de nos. Oui. Alors là, les collèges des écoles doctorales commencent à diffuser justement l'information pour le hackathon, parce qu'au début, je commence par le collège. On a 5 inscrits sur 2000, alors que tout le monde reçoit le mail, mais je pense que personne ne le lit. Ensuite, on descend au niveau des directeurs de chaque
école doctorale. Où là, déjà, je pense que ça va aller un peu mieux. Et puis, si en plus, on arrive à descendre au niveau de chaque directeur de labo, mais là, je ne les connais pas tous, c'est beaucoup plus compliqué à toucher. Donc, n'hésitez pas à diffuser l'information sur l'existence de Jubilab, sur le hackathon. Et puis après, au mois de juin, sur le séminaire de sensibilisation, ça dure 4 jours. C'est 4 jours, c'est à Bordeaux, c'est sur le campus de Bastille. Et bien sûr, vous êtes les bienvenus. Alexandre, je sors un peu du sujet. Tu pourrais envisager probablement peut-être de proposer au directeur des départements d'intervenir en comité de département. Voilà, Oui. c'est une information qui diffuse, d'une part. D'autre part, t'appuyer. Bon, là, tu as le réseau SBM Young, mais il y a aussi des activités dans les différents départements des différents doctorants. Tu pourrais aussi, en étant très opportuniste, peut-être proposer un moment d'intervenir en journée scientifique. Il y a la journée scientifique du département STS qui a lieu le 25 novembre et SBM le 2 décembre. Le 2 décembre. Il faut que tu t'adresses au directeur de département. Mais toi, ça fait des moments où tu peux avoir une bonne partie de la communauté, pas que les doctorants, mais ce qui est chouette aussi, c'est que tu as les PI, enfin les PI potentiels de ces doctorants, les encadrants, qui sont là. Donc, ça peut faire voilà, ça peut être aussi intéressant. D'ailleurs, il y a Floriane, je crois, et Laure, vous participez à l'organisation, je pense, de la journée du département. C'est ça pour le côté jeune. On pourrait peut-être en parler, voir si on peut avoir un petit moment pour faire intervenir, si ça vous intéresse, pour Bien parler sûr. un peu de ça. Oui, très bien, avec plaisir. Avec plaisir. Super. Et Ellie, tu avais une question? Non, pour moi, c'était juste par curiosité, parce que comme je suis postdoc, donc je suis toujours dans la recherche, et juste pour me renseigner, parce qu'en étant doctorant à l'Université de Bordeaux, je n'étais pas du tout au courant, ou peut-être pareil, je n'ai pas fait attention aux mails, et le message n'était pas du tout passé. Mais c'est Honnêtement, très dur de toucher les enfin, mais c'est pas que les doctorants, hein, je vais vous dire, hein, c'est n'importe quel étudiant de l'Université de Bordeaux, les responsables de formation. C'est dur parce que on est tous assaillis de mails, de posts sur les réseaux sociaux. On ne prenne pas forcément garde. Il faut que ça arrive au bon moment quand on est connecté. C'est comme ça. Enfin, comme pour tout le monde, en fait. Hein. Et puis, après, on n'a pas une personne derrière chaque directeur de thèse. Ou enfin, on n'est pas assez nombreux pour faire ça. C'est juste pas possible. Oui, le nombre de labos, de directeurs de thèse, il en a tellement que… Non, mais c'est juste pas possible, en fait. On peut pas… On n'a pas le temps. Après, je pense qu'en sciences, c'est un peu compliqué. Par exemple, moi, je suis en biologie comme l'on est là et que je trouve que sauf si vraiment on travaille sur une mise au point d'une technique très pointue et qui permet de servir après pour créer un startup. Sinon, par exemple, moi, je fais vraiment la science fondamentale. J'utilise les techniques vraiment de base et que finalement, pour trouver une idée, pour créer un startup ou pour la suite, pour moi, je trouve que c'est compliqué. Par exemple. C'est vrai. Oui. C'est compliqué, vous avez raison. Oui, sauf si vraiment on fait une thèse pour une mise au point des techniques et après, je connais des personnes qui ont ouvert un startup et qui ont créé une plateforme, mais c'est des thèses sur des techniques ou plus ou moins. Moi, par exemple, c'est des techniques que tout le monde utilise depuis très longtemps et finalement, c'est compliqué et que le sujet que j'étudie, c'est aussi très fondamental. Donc, pour donner des idées pour créer un startup, pour moi, je trouve que c'est pas intéressant. C'est pour ça, des fois aussi, qu'on trouve que, c'est comme vous avez dit, c'est le manque d'idées aussi et qu'on ne peut pas commencer le premier pas. Alors après, là, c'est de la pure valorisation de la recherche. Oui. Voilà, c'est une idée issue des travaux de recherche, mais il faut aussi entreprendre sur d'autres choses, hein, qui peuvent être liées aussi à la biologie, mais ce n'est pas forcément issu de la recherche. Enfin, il y a tellement de formes d'entrepreneuriat. Je vous dis, dans les doctorants que j'ai accompagnés, c'est peut-être un peu dommage, hein, parce que c'est dommage de monter un restaurant, peut-être quand on a un niveau, de doctorant, enfin de docteur, mais il y en a qui ont monté des associations, il y en a qui ont monté un restaurant, j'ai eu de tout. Hein. C'est peut-être un peu dommage, quand même. Oui. Ça a moins de valeur ajoutée.
Mais je pense que c'est quand même bien de savoir qu'il y a ce genre de dispositifs qui sont quand même présents pour permettre à un moment donné, parce que c'est vrai que le problème aussi, nous, c'est qu'à un moment donné, on sait plus quoi, on sait pas quoi faire après, on se retrouve un peu bloqué. C'est aussi le but des séminaires carrière, de montrer que ce qu'il y a après, et je me dis de savoir qu'il y a ce genre de dispositif permet aussi d'avoir d'autres sorties et d'autres possibilités, si je peux dire comme ça. Ouais. Mhm. Oui, comme moi, là, je découvre quand je suis postdoc, quoi. Je suis pas, voilà. Donc, on découvre toujours des choses. Ce n'est jamais tard. Oui, voilà. Bon, après, ça fait pas 15 ans que ça existe non plus, hein. C'est quand même assez récent, hein. L'orientation des universités sur l'entrepreneuriat, c'est les années 2010, hein. C'est pas... ça reste encore en cours de développement, hein. Et tout le monde n'a pas des moyens. Enfin, moi, pendant très longtemps, j'ai été tout seul. Et après, il y a une deuxième personne qui est arrivée. Et puis maintenant, voilà, on va passer à 6 là, en novembre. Donc, c'est pareil, il y a une montée en puissance, mais ça a mis le temps. Là, ça s'accélère bien là, ces derniers temps, mais ça a mis beaucoup de temps quand même, hein. Donc, quand vous êtes tout seul, c'est sûr que d'aller voir tout le monde à l'Université de Bordeaux, c'est pas viable, quoi. C'est juste pas viable. Et ça, c'est l'idée, comme vous faites là, c'est aussi comme vous avez fait, c'est créer un startup finalement, plus ou moins. Ouais, D'être mais tout c'est un peu seul de au début et puis voilà. Ah, c'est de l'intrapreneuriat. Alors, moi, j'estime que là, C'est c'est... l'entrepreneuriat. Bon, après, dans un contexte, la diversité, des fois, c'est un peu Voilà, c'est pas, beaucoup oui, de c'est pas contraintes, pareil. mais Oui. mais il y a quand même de l'intrapreneuriat, c'est-à-dire qu'on Mhm. m'a quand même laissé assez carte blanche pour développer la chose un peu comme je le souhaitais, en utilisant quand même des outils maison comme le GRP qui m'ont convaincu aussi, hein. Mais ouais, il y a des éléments à prendre en compte, des éléments de contexte, des contraintes. Malgré tout, nous, l'équipe, bénéficions d'une grande autonomie pour développer l'entrepreneuriat à l'Université de Bordeaux. Mhm. Je trouve que c'est une bonne idée que pour les journées scientifiques, on peut être, voilà, que vous pouvez présenter. Et puis, oui, tout ça, c'est vraiment une grande occasion parce que tout le monde va y aller. Il y a aussi la rentrée des doctorants, j'y pense là, Alex. Oui. Il y a l'entrée de la C'est en rentrée. novembre, ça, non? C'est fin de novembre? Tu as Oui, la deux objets. rentrée. Il y a celui qui est fait par l'école doctorale, mais aussi au niveau de SBM, il y a une rentrée des doctorants de SBM. D'accord. On a une réunion d'organisation d'ailleurs demain. On pourra en discuter Voilà. Ce sera avec plaisir si jamais vous voulez aussi intervenir pour voilà. Comme ça fera un petit recap du séminaire carrière. Parfait. Restons en contact. Super. Je lirai mes mails. Je vous répondrai. Très bien. Mais s'il n'y a pas d'autres questions, C'est bon. Voilà. Ben, merci beaucoup pour le Merci temps à vous. passé, pour cette super présentation et puis et à bientôt pour de nouveaux rebondissements, j'espère. Avec plaisir. Merci Merci. de vous être connectés Merci à à vous. tous. Bonne À soirée. bientôt. Bonne soirée. À Au bientôt. revoir. Au revoir, bonne soirée.